Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce décor, oui celui du club. Vous êtes bien dans l'émission des fédérations du mouvement olympique et sportif français. Cette semaine, à l'honneur dans cette émission, une discipline qui a été connue et reconnue par de nombreuses générations ludiques et en même temps pratiquée au niveau où nous allons en parler aujourd'hui de manière très sportive. Cette fédération qui nous accompagne est celle de la Fédération française de football, de table sport. C'est elle qui est à nos côtés aujourd'hui. Le football version miniature, comme vous l'avez peut-être joué dans votre garage, dans votre salon avec les copains en famille, et qui est donc aujourd'hui un sport à part entière. Pour en parler, le tout premier champion d'Europe des clubs, c'était il y a quelques années de cela, désormais président de cette fédération. Eric Nazali est à nos côtés avec le sourire. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. Comment allez-vous? C'est super. Merci de l'accueil. Et vous êtes venu, Eric, avec quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, je crois. Un peu. Ouais. Paul, votre fiston président du plus grand club de France, oui, à Issy-les-Moulineaux, en termes de palmarès, on va dire. N'ayons pas peur des mots. Allez, allons-y. Bonjour Maxime. Allons-y gaiement. Bonjour. Merci d'être là. venu avec nous. Puis vous n'êtes pas venu seul, messieurs, puisqu'on l'a vu sur les images de notre réalisateur Pierre Driot. Vous êtes venu avec l'une de ces tables qui vous font chavirer de plaisir tous les jours, même peut-être plusieurs fois par jour. Cette discipline du football de table sport. Oui, on va tout de suite en parler directement dans le vif du sujet. Pour moi, c'est une marque au départ, Subbuteo. On la cite parce que c'est devenu générique. Eric, qu'en est-il? C'est complètement lié à cette marque? Vous avez quand même des spécificités ou c'est ça? Disons que le matériel utilisé n'est plus du matériel Subbuteo parce qu'on a du matériel, on va dire, de compétition. D'accord. Un petit peu comme si on était sur une Formule 1 par rapport à une voiture de série. Mais bien entendu, Subbuteo, c'est l'origine du jeu, c'est l'origine de la discipline. C'est aussi ce à quoi jouent les nombreux, les milliers, les dizaines de milliers de pratiquants en France qui ne nous connaissent pas forcément en tant que fédération et qu'on essaye de toucher par le prisme du Subbuteo aussi. Mais même si effectivement on pousse l'activité du football de table sport. On parlera donc de football de table dans cette prochaine demi-heure et plus que des mots, il va falloir des actes et une démonstration. La première partie que vous connaissez tous évidemment fait décodage, on présentera cette fédération, mais avant cela, de quoi parle-t-on avec le football de table? C'est tout de suite dans la première partie. Je vous laisse cheminer, messieurs, tranquillement pour une petite démonstration. Une table d'1,32 m, je crois, de long, pour deux fois moins de large. J'ai reconnu le sol en bon sportif qui fait une reconnaissance terrain. On a l'impression de voir une petite feutrine, comme sur une balle de tennis, mais c'est peut-être pas totalement ça. En tout cas, synthétique, oui. Oui, voilà, c'est rasé de près, en tout cas, c'est très rapide. Et puis ensuite, 11 figurines pour chacun des joueurs. Ça se joue à 1 contre 1, c'est ça? C'est ça. On est OK? On est OK. Alors messieurs, comment on avance sur ce fameux terrain dont je parlais? Vous êtes mis en configuration engagement. Maintenant, Eric, comment on marque? Alors déjà, pour l'engagement, donc je vais prendre une de mes figurines qui va envoyer la balle dans le camp adverse. Donc là, vous avez touché. J'ai touché le ballon. J'ai remarqué que vous n'avez pas fait de pichenette. J'ai pas fait de pichenette parce que c'est interdit, la pichenette avec le pouce. On joue avec l'ongle de l'index, une propulsion. D'accord, donc là, vous avez joué. J'ai joué, j'ai positionné mes attaquants et maintenant… Et donc moi, en tant que défenseur, mon rôle, ça va être de positionner mes figurines de cette façon pour essayer de gêner la progression de l'attaquant. Un coup et une réponse d'un coup, automatiquement. Absolument. Pourquoi, Paul, vous n'avez pas réussi d'essayer de récupérer, de toucher le ballon? Simplement parce que tant que la balle appartient à l'attaquant, en fait, moi, je peux juste gêner sa progression. Je n'ai pas le droit de venir ni toucher, ni percuter une de ses figurines, ni une des miennes d'ailleurs, ni la balle. Ça doit se terminer par un tir, donc une occasion. Pas nécessairement, parce que là, je viens de toucher le ballon une deuxième fois, donc Paul peut refaire un coup de défense. Je peux défendre, je peux essayer de me rapprocher. Maintenant que je dois toucher le ballon, si jamais je rate le ballon, la possession change. Donc ça finira pas par un tir, la possession change. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, c'est à Paul de jouer, qui doit toucher le ballon. Progresser. Et c'est à mon tour de venir juste défendre. D'accord. Alors, très bien, ça c'est pour la première notion. On s'aperçoit donc, et j'imagine vous aussi derrière votre écran, très vite du
jeu d'adresse que cela représente et du jeu d'échecs également dans cette position, puisque dans ce départ qui était le vôtre, dans cet engagement, on a vu de votre côté Paul dans une position défensive, un positionnement devant une ligne qui est la seule ligne qui n'existe pas sur un terrain de football. Quelle est cette ligne et pourquoi votre équipe est placée comme ça? En fait, c'est assez simple, c'est qu'effectivement, cette ligne n'existe pas au foot. En fait, elle détermine simplement la zone dans laquelle la balle doit se trouver impérativement pour pouvoir marquer. Donc, avant cette zone, on ne peut pas tirer. La balle, le joueur peut être en dehors, mais par contre, la balle se doit d'être dans cette zone, d'avoir vraiment dépassé la ligne. Donc, c'est comme au foot, il faut que la balle ait dépassé la ligne pour qu'on puisse tirer et potentiellement marquer. Alors, là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Ouais. Ça, c'est noté. Je résume. On se retrouve. Voilà, vous avez fait votre engagement, Eric. On peut remettre. Oui, voilà. Avec peut-être un ballon qui se rapproche de cette zone de tir. C'est ça, par exemple. Je défends. Voilà. Oh là là. On est dans la zone par un jeu d'angle. Bon, Paul, c'est à vous. Vous sentez le danger arriver, là, j'imagine. Et là, c'est justement difficile parce que vous parliez de jeu d'échecs. Je peux choisir cette figurine pour venir gêner le tir ici. Sauf que si je viens avec ma figurine ici, je libère ce joueur-là, cet attaquant-là. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une réflexion aussi sur les coups de défense. Là, on est dans une phase de jeu arrêtée, mais pour autant, dans un match à vitesse réelle, forcément, il faut prendre la décision beaucoup plus rapidement. C'est effectivement assez dingue. Donc là, Eric, vous semblez avoir plusieurs options. Vous privilégiez l'attaquant côté fermé, un angle fermé. Là, je peux soit jouer. Alors, je ne peux pas encore tirer parce que même si la balle a franchi la ligne de zone, je risque de toucher le défenseur de Paul avant de toucher le ballon. Si je veux tirer... Et là, ça veut dire que le ballon est rendu à Paul. Voilà. Donc, j'ai soit le choix de jouer avec celui-ci pour venir comme ça, et après, j'ai toujours deux possibilités. D'accord. Soit dans la même situation, je peux décider de jouer plus vite et de faire un coup comme ça et la reprendre de voler ensuite. Oh, c'est coquin ça. Ah oui, donc là, il faut des heures de vol. On va y revenir. D'ailleurs, comment on s'entraîne là? On vous voit aller très vite. Ça semble assez irréel. Mais comment on travaille? C'est que des gammes, ce coup de l'ongle, là, sa dextérité, cette adresse pour aller passer dans cette zone à quelques centimètres. C'est des millimètres là. C'est des millimètres, c'est comme dans toutes les disciplines pratiquées à très haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser sans s'entraîner. C'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Par contre, pour progresser et pour accéder au plus haut niveau, il faut faire des gammes. C'est des gammes en jouant. Répéter le même tir, la même position, le même contrôle, la même passe, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Vous n'avez pas des élastiques pour jouer les muscles, pour vous muscler cette zone-là. On peut en rire, mais c'est vrai que quand je jouais beaucoup plus souvent, j'ai eu sur la fin de ma carrière de très haut niveau à l'époque une tendinite du doigt, parce qu'effectivement, à force de répéter, ça sollicite beaucoup le tendon. Donc il arrive un moment où... Alors, pour réduire le risque, on peut aussi, au lieu de faire un coup avec le doigt, on peut aussi simplement le pousser. C'est une manière de réduire la tension sur le tendon. Donc on cherche au bout d'un moment des artifices pour moins solliciter la machine. Super intéressant en tout cas. Et on voit bien avec ces positions, donc toutes les stratégies qui vont être défensives notamment, mais offensives. Est-ce que comme un quarterback de football américain, on apprend des bouquins, des stratégies? Est-ce qu'il y a des signatures? Est-ce que Eric Nazali a sa spéciale? Oui. Ah bah oui. Oh, il est en train de nous la préparer. Alors, donc là, je me mets dans une position de gardien. Là, on est dans une situation. Là, on va dire, on est dans une situation. On est en situation d'exhibition. Là, j'ai un attaquant, c'est Giroud, tiens. Allez, c'est parti. Notre Giroud national. Ok. Alors Ferland Mendy qui va lui donner le ballon, pas directement. On va dire que dans cette situation-là de jeu, l'attaquant peut soit la passer vers celui-ci pour reprendre de voler. Ouais. Donc Griezmann qui s'est essayé, mais pas cadré. Arrêté par Paul. Le gardien était magnifique, c'est bien placé. Juste, c'est qu'effectivement, c'est peut-être ce que moi je vais attendre en tant que défenseur. Donc, c'est quelque chose d'assez téléphoné, en fait. Ouais. Donc, voilà. Pour vous. Mais ce qui est moins téléphoné, du coup, c'est que dans la même position de départ, au lieu de la passer à celui-ci, et pour surprendre à la fois la défense et le gardien, je vais pouvoir croiser un peu plus le ballon et la reprendre avec l'autre ici. Ah ouais. Donc là, c'est un peu plus risqué. Mais il n'est jamais allé aussi vite, Olivier Giroud, en revanche. Là, c'est C'est dur pour lui, Oui, non, mais...
Voilà, encore un arrêt du gardien. Ouais, pas les brillants, pas les brillants. Mais c'est ça. C'est voilà l'idée. Donc il y a l'idée effectivement de ligne de passe, de positionnement des attaquants, c'est hyper intéressant et on va avoir l'occasion de voir ça à très haut niveau à l'occasion d'un match que vous avez mené avec un certain adversaire espagnol, je crois que vous connaissez très bien et vous avez et on va avoir l'occasion de voir en compétition et de manière encore plus rapide ce que vous êtes capable de faire avec les images que nous concocte Julien Perronnet et vous allez les commenter ces images en même temps qu'elles nous sont proposées pour voir justement en compétition ce que ça signifie. Si vous voulez vous revenir. Je referais bien juste un truc à montrer au niveau de la... oui, allez-y. Par exemple, dans cette situation-là, on va aussi pouvoir, avec toujours le fameux Giroud, mettre l'attaquant qui va venir bloquer la défense. Donc là, vous gérez la passe et en même temps le déplacement de l'attaquant. Voilà, je gère la passe et le déplacement de l'attaquant qui bloque ces deux défenseurs-là. Vous en avez même expulsé un, vous avez le droit de faire ça. J'ai le droit d'en expulser un, pas deux, mais un. Qui permet ensuite de repasser la balle à l'attaquant et de bloquer la ligne de défense, en fait. Vous voyez ? Donc le fait de se mettre dans cette situation-là, il y a plusieurs écoles. Soit je vais aller tout droit, et à ce moment-là, le défenseur va pouvoir bloquer. Ouais. Soit dans cette même situation, en tant qu'attaquant, je vais dire je vais bloquer la défense. Et moi, là, tout de suite, je peux et là, il est bloqué. Voilà. Eh oui, votre ligne de déplacement, elle ne peut pas aller vers le ballon. Exactement. Passionnant, c'est passionnant messieurs et on va voir donc du coup ce que ça peut donner au niveau international. Je vous laisse vous rasseoir comme ça vous pourrez commenter cette situation avec cette rencontre. Le contexte de ce match, Eric face à Antonio Montagno, c'est une compétition internationale je crois. Oui, c'était la Coupe du Monde tout simplement 2018 en vétéran et Antonio était numéro 1 mondial vétéran à l'époque. Et effectivement, là on voit… Avec des situations de jeu extrêmement rapides, vous le voyez. Alors en plus, cette caméra nid d'oiseau nous permet de voir justement stratégiquement, tactiquement, tout ce que vous arrivez à mettre en place, tout ce qui fait partie d'une volonté d'annihiler l'attaque. Là, vous êtes en phase de défense, Eric, et comment vous allez récupérer ce ballon pour, et oui, on vous donne la fin, mais pour être en capacité d'aller marquer dans une situation qui semble assez improbable pour les novices. Il défend notre ami Antonio, là. Il m'empêche de jouer correctement le ballon, de progresser. Il fait ses coups de défense pour bien bloquer. Donc j'arrive à m'en défaire par le jeu d'angle dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on peut jouer tout droit, mais on peut aussi jouer avec des angles qui permettent de à la fois déplacer le ballon et les figurines. Et là maintenant, il n'y a pas encore l'ouverture. J'ai pas d'attaquant sur le côté gauche du terrain. Et on va avoir une session, voilà. Une toute petite ouverture qu'il est en train de m'ouvrir. Et là, vous venez de jouer 2 fois de suite. On voit que Antonio ne répond pas forcément à chaque fois. Et magnifique cet angle pour finir, c'est fou. Magnifique. Vous êtes fiers. Bon, c'est très bien ça, c'est chouette d'être fier de ce qu'on réussit à faire. Des longues séquences comme ça, c'est assez grisant de finir. Oui, ça fait plaisir. L'angle est beau, non? L'angle n'est pas si simple que ça à trouver sur le tir, j'imagine. L'angle est difficile, surtout au sortir d'un coup effet où donc j'ai fait tourner ma figurine pour aller récupérer le ballon derrière et la reprendre en mouvement. Oui, c'est difficile et c'est assez kiffant. En réalité, là j'ai gagné ce match, mais même quand on perd le match et qu'on joue bien, il y a quand même la satisfaction d'avoir produit des émotions et d'avoir produit du beau jeu. Oui. Vous avez été évidemment par la suite, après ce premier titre de champion d'Europe des clubs dont on parlait, c'était il y a quelques années, allez, on dira pas la date, fin des années 80 quand même, on va donner une petite fourchette. Vous avez été vice-champion du monde en 1994, vous avez été 3 fois numéro 1 mondial, donc on a quand même quelqu'un qui est plutôt crédible pour nous parler de son sport, avec vous Paul. Après avoir évoqué ce jeu en compétition, ses principales règles, tout ce qui concerne aussi son histoire, sa structuration. Voilà un jeu qui a été créé dans l'après-deuxième guerre mondiale, 1947, qui a connu sous sa forme ludique, que je connais personnellement de ma génération, mais qui était donc lié à des générations d'avant, qui a eu un très très gros succès de vente, qui a été un vrai succès en termes de divertissement, on va dire, de jeu, et qui s'est structuré de manière assez rapide finalement, avec des compétitions qui sont arrivées, un peu calquées sur le football. Une fédération internationale est arrivée, une fédération européenne, avec un championnat d'Europe, une Coupe du Monde, la première en 1974, et puis une Ligue des Champions qui s'appelait à l'époque donc Coupe d'Europe des clubs,
club devenu Ligue des Champions en 2010. Voilà un petit peu pour ce contexte de structuration. Vous, c'est avec Aubervilliers à l'époque que vous êtes devenu le Basile Boli du football de table à l'époque. Et une passion. Avant d'évoquer le fait qu'elle ne vous ait pas quitté, qui vous est venu d'où, Eric, à l'époque? Parce que pour Paul et moi, c'est un peu plus facile d'en avoir eu vent, mais parce que des générations nous ont devancés. Mais là, vous êtes entre le pionnier et le développeur, là. Alors oui, un peu, disons que, enfin pour la France en tout cas. Oui, c'est ça, évidemment. Pour la France en tout cas. Moi, la passion est venue du fait que, d'abord, j'ai toujours adoré le foot et j'ai pratiqué le foot aussi en promotion d'honneur, pas à un niveau exceptionnel parce que je jouais beaucoup plus au football de table qu'au foot. D'accord. Mais à un bon niveau quand même. Mais le fait d'être soi-même acteur de l'ensemble de son équipe et d'avoir toute sa stratégie, on va dire, à disposition, c'est un truc qui m'a toujours plu, tout en ayant la possibilité de jouer par équipe, puisqu'on a, comme vous l'avez souligné, des compétitions comme la Ligue des Champions, les championnats de France par club, etc., des tournois par club comme dans quelques jours à Maison Lafitte. Et ça nous permet donc d'avoir quand même la notion d'équipe, un peu comme la Coupe Davis, avec 4 terrains individuels qui jouent pour un résultat global d'équipe. Donc on est à la fois dans une discipline individuelle parce que je suis responsable de mon résultat, mais je joue aussi pour mes copains parfois. Oui, d'accord. Donc des choses qu'on peut retrouver dans la pétanque ou des compétitions d'équipe comme ça, comme au tennis, qui vous donnent une émulation collective. Émulation, Paul, vous connaissez ce terme parce que vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous êtes petit, j'imagine. Ouais, c'est à peu près ça, avec une table à la maison. Donc pour le coup, effectivement, l'accès à la discipline beaucoup plus facile. Et puis après, effectivement, on tombe très vite amoureux, quoi. Et puis on continue à jouer, on s'améliore. C'est pas toujours évident de progresser au début quand on est tout petit. Mais voilà, faut pas lâcher. Puis après, on arrive à surtout qu'il devait y avoir un peu d'exigence en face. Pas tant. Un professeur un peu particulier quand même. Ouais, pas tant. Après... ça reste papa, donc on écoute quand ça nous arrange et puis on n'écoute pas quand ça nous arrange aussi. Mais oui, c'est sûr que c'est plus facile. Vous fûtes champion de France U16 en 2011, donc une pratique quand même très intense également pour vous. On parle d'intensité, Paul. Qu'est-ce qui est important au-delà des gammes à travailler et à savoir quand on veut progresser? Quelques points clés. Ouais, c'est pas évident comme question. C'est hyper intéressant. Non, je pense que comme beaucoup de disciplines, en effet, on a parlé des gammes, mais il y a toute une partie aussi psychologique. Il faut être capable de gérer des temps forts, des temps moins forts. Et donc, toute cette pression, en plus, effectivement, elle n'est pas forcément la même quand on joue dans des compétitions individuelles ou des compétitions par équipe, puisque, comme on vient de l'évoquer, en fait, quand on joue pour les copains, ce n'est pas tout à fait la même pression non plus. Donc, je dirais que voilà, pour progresser, il faut avoir envie, il faut répéter, et puis il faut essayer d'écouter aussi les conseils. Que j'ai pas toujours fait personnellement. Et puis, voilà. En ce qui vous concerne tous les deux d'ailleurs, derrière cette pratique, il y a la notion d'engagement. Vous êtes dirigeant du club d'Issy-les-Moulineaux, on l'a dit en préambule, un club qui a remporté son 19e titre de champion de France de première division en 2024. Pourquoi et depuis quand? C'est très personnel tout ça. Tout à fait. En fait, tout est personnel finalement quasiment, puisqu'effectivement, donc mon père a créé le club en 91, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc d'Issy-les-Moulineaux. Moi, donc, quand j'ai commencé à jouer, j'ai tout de suite été licencié donc, dans ce club. Et puis, ça reste une famille aussi, c'est-à-dire que on se voit beaucoup en dehors des compétitions, on organise pas mal de choses, et ça s'est fait assez naturellement en réalité. Et donc on a tous à peu près la même envie de faire de belles choses, et notamment effectivement là on organise un major, un gros tournoi tous les ans depuis un certain temps maintenant, et tout le monde y prend part dans le club, y compris, mais voilà. Évidemment, on imagine que vous êtes aussi des chevilles ouvrières pour ces événements à vocation nationale ou internationale. On en reparlera d'ailleurs de ce major en deuxième partie d'émission. Juste avant cela, l'engagement du fiston, l'engagement du papa, donc président de cette fédération française de football de table. Eric,
la question déjà un peu chiffrée, combien de licenciés au sein de cette fédération qui ne demande qu'à se développer, mais que je considérerais, vous ne m'en voudrez pas, d'assez anonyme finalement. Mais oui, mais c'est d'ailleurs anonyme dans le sens où effectivement, si on considère les licenciés payants, on doit être à peu près à 350 ou 400 là, en ce moment à peu près. On a plus d'un millier de pratiquants dans les clubs qui ne sont pas forcément licenciés au niveau de la part fédérale de la licence. Et les pratiquants à la maison, vous êtes combien? Les pratiquants à la maison qui sont plusieurs dizaines de milliers. Bien sûr. À chaque opération qu'on fait sur TikTok ou sur Facebook ou chaque reportage, on a des gens qui nous contactent et qui disent bah là je joue avec des potes depuis des années. Là on a à Lorient Franck que je salue qui fait un tournoi de Noël avec ses amis depuis 29 ans. Il y a eu la 29e édition, il jouait à 6 ou 7 depuis 29 ans sans savoir qu'il y avait une fédération. Maintenant on les a entre guillemets intégrés. Donc l'idée c'est de développer, de recenser tous ces pratiquants et de les faire venir, qu'ils aient envie de jouer à très haut niveau ou qu'ils aient envie simplement de faire un tournoi de Noël une fois par an, ça nous va très bien. À partir du moment où il y a ce côté un peu fédérateur de notre engagement. Ouais. On parle des clubs, le maillage territorial, rapidement, donc ici les Moulineaux, banlieue sud de Paris, pour ceux qui ne situeraient pas nécessairement. Je crois qu'il y a Caen aussi, que j'ai vu sur les palmarès du championnat, donc qui est très gros club en effet. Et pour ainsi dire, une centaine de clubs, un peu moins. Une cinquantaine de clubs, on va dire, certains plus actifs que d'autres. D'accord. On a en nombre de licenciés, c'est le club de Saint-Symphorien-sur-Coise qui est le plus nombreux. On a Caen qui a effectivement un gros effectif, aussi bien sur le nombre de licenciés que sur la qualité, avec ici les Moulineaux. Il y a le Paris Université Club qui est une section depuis 3 ans maintenant et qui est très dynamique. On a effectivement en Lorraine et en Alsace également des clubs très dynamiques. Le Nord, c'est vraiment en train de reprendre dans des proportions qui nous font plaisir, oui. La famille Nasali, interlocuteur privilégié quand il s'agit de parler de football de table, vous l'aurez compris, avec le mot anonyme, je vous ai piqué pour lancer cette mue ou l'idée de dynamisme. Eh bien, ce que vous entreprenez, vos différents chantiers, on en parle sans plus tarder dans Fait Débat. Deux experts sur ce plateau pour parler football de table. Dans football de table, il y a le mot football. On a tendance évidemment à imaginer, quand on est loin de votre écosystème, que c'est facile de capitaliser sur le terme football. Est-ce que c'est complètement fantasmatique ou est-ce que c'est quand même un certain levier pour vous, Paul ? Oui, si, je pense que ça reste un levier parce que quand on essaye d'attirer surtout des plus jeunes, parler de foot, forcément, ça aide. Après, c'est vrai qu'on a tendance parfois à confondre football de table avec du baby-foot. C'est l'autre sport de table, malgré tout, qui est très connu et qui, pour le coup, est dans une dynamique assez solide. Oui, tout à fait. Et donc, c'est aussi là où ça peut être intéressant d'avoir le nom foot, en fait. Mais en effet, football de table, pour la plupart des gens, ça renvoie au baby-foot. Donc voilà, il faut réussir à se démarquer, on essaye. Se démarquer, bien dit. Et on revoit cette table. Et voilà, c'est ça. Effectivement. On a évoqué donc ce nombre de licenciés. Je ne sais pas s'il est très pertinent pour vous, dans votre comptabilité de licenciés, d'évoquer ou d'évaluer une dynamique, mais l'évolution, l'évolution sur 10 ans, elle est intéressante, elle dit quelque chose en tout cas. Quelle est-elle ? Sur les dernières années, elle est très importante, sur les 3-4 dernières années, puisqu'effectivement, quand j'ai repris la présidence de la Fédé, des licenciés payants, on était moins de 100, donc elle est très positive maintenant. Vous êtes arrivé en quelle année ? En 2021. D'accord, post-Covid. Intéressant. Post-Covid, oui, c'est doublement intéressant parce qu'effectivement, il y a eu aussi au moment du Covid en France et dans d'autres pays une résurgence alors, Covid plus réseaux sociaux a permis aux gens d'aller de descendre des greniers les boîtes de jeux de société ou de jeux de plateau qui étaient stockés et de se remettre à chercher sur les réseaux qui organisaient des événements. Et du coup, que ce soit en Angleterre, en Italie notamment ou en France, on a vu revenir d'anciens joueurs ou on a découvert d'anciens joueurs grâce effectivement au réseau, grâce quelque part au Covid et grâce à notre activité sur les réseaux, puisque sur TikTok, on a fait quand même pas mal de vidéos qui ont dépassé les 500 000 ou 1 million de vues.
D'accord, donc ça a été un vrai levier. La Paul, c'est votre étiquette de responsable du site internet aussi de la fédération et d'autres choses aussi que je sollicite. Il y a eu cette idée d'aller chercher cette jeunesse ou en tout cas un public différent ces derniers temps. Là, je dois rendre à César ce qui appartient à César puisque TikTok, c'était son idée pour le coup. Comme quoi les clichés. Je suis le premier à en éculer, je m'en excuse. On excuse Eric, vraiment. Les cheveux blancs, c'est un cliché aussi. Hein. Teintés, en fait. En effet, c'est vrai pour le coup, on était loin quand même de se douter que ça performerait comme ça. Après, c'est vrai que TikTok, je pense que c'est la bonne plateforme pour en fait tomber sur du contenu auquel on ne s'attend pas finalement. Mais en effet, aujourd'hui, c'est indispensable et on essaie de poster du contenu sur les plateformes les plus pertinentes pour toucher le plus grand nombre et ça marche plutôt pas mal. C'est du boulot, mais en tout cas, on en récolte les fruits quand même. On parlait de la santé du baby-foot dans des lieux publics, notamment, qui ne se dément pas malgré les années, après quelques creux, que l'on retrouve notamment dans des lieux différents. Voilà aussi un autre cliché qui se doit d'être éculé, le combat contre la modernité, contre les consoles, contre être le combat jeunesse contre anciens qui ont connu la sortie de ce jeu. Il y a une place aujourd'hui, vous en êtes certes les ambassadeurs, mais il y a beaucoup de boulot à faire, j'imagine Eric. Je vous vois regarder vers le ciel comme si c'était vertigineux. Non, vers le ciel comme un objectif. Non, il y a le combat, il est quotidien, mais c'est vrai que le football de table a l'attractivité bien supérieure, enfin je ne vais pas dire le contraire évidemment, mais par les aspects tactiques, les aspects individuels de chaque figurine fait que chaque coup que je fais en tant qu'attaquant ou défenseur, c'est un choix que je fais, c'est mon choix, c'est pas des joueurs sur tige. Donc ça donne une dimension tactique qu'on ne retrouve pas pas autant en tout cas dans le baby. Et ça nous permet aussi d'avoir maintenant de plus en plus d'anciens footballeurs professionnels qui viennent avec nous faire des animations ou justement des TikTok ou qui nous rejoignent sur des compétitions. On a Laurent Fournier, que je salue, qui est président d'honneur maintenant de la fédération, qui nous fait les maillots de l'équipe de France dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et oui, et de Saint-Étienne, et de Marseille, et de Lyon, et de Bordeaux et Bastia. Et donc, je pense évidemment à lui, mais il y en a d'autres qui ont fait des animations avec nous, comme Christian Lopez, Wilfried Goel, Loïc Perrin, et d'ailleurs, je crois que vous avez, au-delà des entités, qui ne sont pas des entités, mais au-delà de l'aspect individuel des joueurs, vous avez eu ou noué des partenariats avec des clubs aussi, il me semble. Paul-Éric, non? Ça a été le cas. Alors, on a fait des animations au niveau du FC Metz avec le club en Lorraine dans la fan zone du FC Metz avant des matchs. Là, je reconnais les panneaux publicitaires de l'AS Saint-Étienne aussi. On a fait effectivement avec le Kids Club et voilà, ça c'est les animations. Loïc Perrin, voilà. Avec l'équipe de Saint-Étienne de 1982, des 80 derniers championnats de France, on peut faire des tables personnalisées comme on voit ici. Ça, c'était une animation en tribune à Geoffroy Guichard. Il y a eu Metz et il y aura probablement le RC Lens très bientôt, puisqu'on est en contact avec eux également et on espère que ça va pouvoir se concrétiser. Imaginez si, comme en e-sport, chaque club de première division a son équipe de football de table. Merci pour la transition, Maxime, c'est remarquable. Pourquoi? C'est un chantier envisagé? C'est un chantier prioritaire même. On en est où? On discute. Très bien. Bon, en termes d'image, en tout cas, on voit bien la volonté d'aller s'accoler à des choses qui fonctionnent, dont le business model est assez mature. J'ai cru comprendre aussi que dans des fives avec une marque Convisport, qu'on aura le droit de citer, j'en prends la liberté. En tout cas, vous travaillez aussi pour qu'il y ait une table dans chacun de ces centres de sport. Quand on a transpiré, qu'on fait un petit break, on peut jouer avec l'index. Voilà, l'idée c'est de mettre à disposition des centres volontaires du matériel avec effectivement un QR code pour les règles et puis du matériel de jeu pour que les pratiquants de foot ou de paddle avant ou après leur activité puissent en buvant, on ne dira pas quoi. Non, de l'eau, ils font du sport. C'est la base. Puissent jouer un petit peu, découvrir le foot de table et potentiellement servir de base à des nouveaux clubs aussi, puisque, in fine, nous, on veut développer et la pratique d'une manière générale et en même temps la pratique sportive. Mais ça passe par aussi développer la pratique d'une manière générale. Et puis, comme dans tous les sports, la vitrine, elle peut être
les équipes Fagnon. Voilà, alors j'ai la chance d'avoir le maillot floqué à votre nom, mon cher Eric. Oui, parce qu'il y a des compétitions internationales, on l'a suggéré avec la création de la fédération, avec des Coupes du Monde. Et la France est historiquement une très bonne nation, puisqu'elle possède, vous l'avez dit, un major, l'équivalent d'un grand chelem au tennis, on peut le dire de cette manière-là, qui se déroulera en banlieue parisienne, à Maison Lafitte, dans quelques jours, les 25 et 26 janvier prochains. Vous en êtes le co-organisateur en tant que club ou en tant que fédération, Paul? Non, pour le coup en tant que club. D'accord, très bien. Ouais, donc les bénévoles, les moyens, ça viendra de vous. Et aussi le matériel. Est-ce que tout le monde va jouer avec le même matériel? Comment ça se passe là? Je pensais à ces figurines, à ces tables. Vous devez en mettre à disposition combien? Combien de pays vont venir? Enfin bref, je suis très curieux. Super question, effectivement. Alors, en fonction du nombre de joueurs, là, effectivement, c'est un des plus gros tournois du monde. Donc là, on doit aligner 48 tables. Donc ça représente... Il faut un bel espace. Voilà, c'est effectivement un bel espace. Et après, par contre, en ce qui concerne les figurines, pour le coup, chacun a la sienne ou les siennes. Puisqu'en fait, justement, c'est aussi, je pense, le truc assez intéressant avec ça, c'est qu'on peut les personnaliser, on peut choisir la couleur, on peut mettre des stickers, on peut choisir le type de base. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais en fonction du type de base, on va plus pousser la balle, plus facilement tirer en l'air. Vous parlez de base, vous parlez de la base de la figurine, voilà, oui. Tout à fait. Et donc, en fait, tout ça fait que finalement, on se l'approprie. Et on peut même, on n'en a pas trop parlé encore, mais choisir différents types de bases en fonction des tapis. Parce qu'effectivement, même si les tapis sont globalement les mêmes, on a des petites spécificités, un peu comme au tennis sur herbe ou terre battue. À ce point-là, ah oui. Alors avec des différences un peu moins importantes, mais on va avoir des terrains qui vont plutôt glisser, plutôt faire rouler la balle, d'autres où ça va être des surfaces plus lentes. Et donc tout ça fait que voilà, chacun s'approprie un petit peu son matériel. Alors, il est clair que cette compétition se déroulera avec les figurines pour chacun de ces joueurs et le casting est beau puisque 24 des 25 meilleurs joueurs du monde seront présents. Donc si vous habitez dans les environs de Paris et que vous avez envie de voir en vrai quelques-unes des images qu'on vous a proposées, c'est plutôt spectaculaire pour ne pas dire plus, c'était un euphémisme. Donc voilà. Et en ce qui concerne du coup ces conditions plus généralement d'entraînement, est-ce qu'on arrive dans les clubs à faire en sorte que les joueurs soient un peu sur un pied d'égalité pour se préparer, puisque vous avez dit les figurines sont individuelles, vous avez du matériel à disposition pour quelqu'un qui vient taper à la porte à Issy-les-Moulineaux, je passe demain, est-ce que je suis en mesure de pouvoir m'entraîner après avoir signé ma licence? Oui, carrément. Alors on a tout type de matériel, on va avoir des figurines qui sont peut-être un peu plus résistantes au début parce que ça nous arrive d'en faire tomber, donc c'est un matériel plutôt adapté aux débutants. Et puis quand on commence à toucher, on a tout un tas de figurines qui sont disponibles, comme je vous disais, chacun a ses affinités. Mais en tout cas, ouais, carrément, on ne manque pas de matériel et on ne manque pas de bonnes âmes aussi pour accompagner et enseigner. Alors on a compris que s'adresser aux jeunes était eh bien quelque chose d'important. En ce qui concerne l'évolution du jeu, Eric, pour justement attirer ces publics, vous avez soumis des choses au sein de la Fédération française en tant que force de proposition pour justement aller dans le sens de cette, non pas diversification, mais évolution nécessaire comme tous les sports. Si, par les stages de foot. Il y a beaucoup de clubs de foot qui organisent des stages de foot. Il y a Laurent Fournier qui organise des stages de foot, Raphaël Varane avec qui on est en contact également, d'autres personnes qui organisent des stages de foot pour les enfants et les ados. Ça permet de mettre à disposition aussi une table et un premier accès au jeu de football de table. Et en même temps de faire le lien avec le foot, que ce soit pour les tactiques, le positionnement, parce qu'on n'a pas parlé du petit jeu de jambes, mais c'est un peu comme au billard. J'ai plus de chances de réussir mon coup si je suis bien en appui, bien ancré, que si je suis comme ça pour jouer. Donc il y a tous ces aspects-là qu'on essaye de faire des croisements avec le foot. Et puis on a parlé effectivement de Convisport avec les activités Convisub qui nous permettent d'avoir aussi un accès au niveau des centres de foot 5 où là aussi il y a des jeunes qui viennent à la fois jouer et en stage de foot pendant les vacances scolaires. Donc c'est un autre accès. Et puis par les écoles, notamment primaires, CM1, CM2, pour celles qui sont volontaires, on a également un module qui nous permet de pouvoir faire de l'animation. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'idée de faire évoluer la durée du jeu 2 fois 15 minutes ou d'évoluer différemment, de faire évoluer la pratique. Oui, alors
On veut rester sur les principes. Pour les moins de 12 ans, on discute de réduire les matchs à 2 fois 10 minutes. Il est possible qu'on les fasse en 2 fois 10 minutes d'ailleurs pour les moins de 12 ans, parce que la concentration fait que c'est un peu plus difficile de jouer en 2 fois 15 plusieurs fois dans la journée. Et puis peut-être d'avoir un petit peu plus de souplesse sur certaines règles, un peu comme au foot où, par exemple, avant U11, il n'y a pas de hors-jeu. On peut imaginer qu'au football de table, il y ait quelques règles qui soient assouplies pour que ce soit plus facile d'accès pour les plus jeunes. Bon, en tout cas, j'espère que cette émission fut un très bon entraînement pour occuper la scène médiatique jusqu'à 2026, puisqu'il y a quand même un gros événement sur lequel vous aurez l'occasion d'insister. On vous réinvitera, puisque en septembre 2026, la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en France, à Charletti, sud-est de la capitale, stade du Paris FC, autre club de football. Énorme échéance, j'imagine, pour vous. Il y avait une Coupe du Monde en 2017, je crois, à Elancourt, déjà en banlieue parisienne. Oui. Donc là, j'imagine que vous êtes déjà un peu, Paul, dans vos statistiques, dans votre logistique, non, pas déjà? Si, alors là, c'est vrai qu'on est concentré sur le fameux Major, mais en effet, ça va arriver très vite. Et là, pour le coup, il faudra probablement plus que 48 tables. Donc il faut s'équiper, il y a pas mal de logistique, toujours dans le but de proposer les meilleures conditions de jeu, parce que même si on reste une discipline amateur, le but étant de vraiment proposer les meilleures conditions de jeu, que chacun passe un bon moment, un bon week-end à Paris, parce que les gens viennent, pour le coup, là, des 4 coins du monde, là, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, ça fait partie du boulot, et c'est passionnant tout aussi d'organiser tout ça. Et d'ici là, très vite, donc, courez au Palais Omnisport Pierre Dupré, c'est à Maison Lafitte, du côté de la banlieue ouest parisienne, pour vivre les 25 et 26 janvier. Ce Major, ça s'annonce assez fou à regarder et à découvrir, surtout pour vous et pour celles et ceux qui connaissent un petit peu moins la discipline. Merci Eric et Paul d'avoir été sur notre plateau. On a passé une demi-heure très ludique, mais en même temps, on s'est bien rendu compte du travail qu'il y avait à mener, notamment avec cet index pour s'améliorer. Lui, il a un super index. C'est notre réalisateur Pierre Driot. Il s'en sert énormément pour magnifier, mettre en image ces émissions que l'on vous propose sur Sport en France. Merci à lui, merci aux équipes éditoriales autour de Julien Perronnet qui était présent. On a aussi Paul Lebret au son et Sandrine David qui était au maquillage aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur l'appli Sport en France, évidemment sportenfrance.com, et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel opus. Bye bye.